Bon, allez, on se dépêche. Tourne-toi, toi. Allez, Juliette, arrête de parler. Là, je suis centré sur l'écran. Et il faut pas que tu ailles plus là-bas. J'irai plus là-bas si j'ai envie d'aller plus là-bas. Je sortirai des lignes, c'est pas grave. Bah, allez, vas-y. C'est pas moi qui suis important, c'est le contenu. Par contre, je suis pas sûr qu'on t'entende. Ça, c'est un autre problème. C'est bon? T'enregistres? Oui. Ah bah, c'est tant que tu me le Je dis. te le dis, c'est bon. Alors, on va donc démarrer. On va s'asseoir. D'abord, bienvenue et puis merci d'avoir fait le déplacement jusqu'ici pour venir m'écouter. M'écouter vous parler d'un sujet que vous n'avez pas l'habitude d'entendre parler. Ce soir, on va parler donc de psychologie sociale, on va parler de finance, on va parler d'économie. Et en particulier, alors, il est certain que dans ces domaines-là, il y a énormément de choses à dire. Il y a des centaines de personnes qui travaillent dans la psychologie sociale, il y a des centaines, voire des milliers de personnes dans le monde qui travaillent sur la psychologie sociale. Ce n'est pas en 20 minutes sur chacun des sujets que je vais effectivement vous faire le récapépète de tout ce qui a déjà été fait. On va s'intéresser exclusivement, on va s'orienter fortement sur l'influence de l'argent sur l'homme et sur notamment les mécanismes de prise de décision, essentiellement par le biais d'exemples. Au niveau de la finance, on va s'intéresser à la création monétaire, la façon dont l'argent est fabriqué, et on va expliquer pourquoi tous les politiciens, systématiquement, vous parlent de croissance. Pourquoi est-ce que tous leurs débats, systématiquement, ils reparlent de croissance dans tous leurs sujets. Et au niveau de l'économie, on va expliquer ce qu'est l'obsolescence programmée, un sujet qui nous touche tous, enfin, les trois sujets nous touchent tous de toute manière. Une fois qu'on aura vu ça, on prendra une petite demi-heure, 20 minutes, une demi-heure également pour faire une discussion sur la place du travail dans la société. Je sais que vous avez tous une expérience professionnelle, mais vous allez apprendre des choses. Et on utilisera ce qu'on aura vu jusque-là pour parler du revenu de base inconditionnel, qui est une proposition de changement de société, enfin de petits plus dans la société pour améliorer la vie de tout le monde. Et ceux qui resteront éventuellement, s'il y en a qui ont des questions à poser, vous pouvez poser des questions tout au long du débat, enfin tout au long de la conférence. Si les réponses sont trop longues, effectivement, je les déplacerai sur la fin, pour éviter que, comme il y a certains d'entre vous qui travaillent demain, il ne faut pas faire trop tard. Donc, la partie finale dépendra des questions que vous aurez à poser si tant est carré. On va donc commencer. Oui, pour les autres, effectivement, donc je filme la soirée. J'avais l'intention de faire également une version dans la papier que je vais diffuser sur Internet. Une version audio et vidéo, donc la version audio on ne la fera peut-être pas, mais la version vidéo donc sera diffusée, éventuellement si vous avez des smartphones ou des tablettes tactiles, accessoirement ça peut remplacer les sudoku et les mots fléchés aux toilettes. Donc je vous dis, c'est pas en 120 minutes que je vais couvrir l'intégralité de tout ce qui existe dans l'économie. Hein. Globalement, ce que je vais dire, c'est que la psychologie sociale, l'influence de l'argent sur l'homme, c'est l'argent nous rend cons. La finance, la création monétaire, c'est le système va mal et ça ne va pas s'améliorer. L'économie, l'obsolescence programmée, c'est en gros dire que vos frigos durent moins longtemps qu'autrefois. Jusque-là, j'ai vraiment résumé l'intégralité des sujets. Le problème, c'est que de parler de ces sujets-là, c'est bien, mais à un moment donné, il faut peut-être savoir exactement pourquoi ça ne va pas bien. Et là, nous, on va aborder la partie immergée de l'iceberg. On va rentrer un peu dans le détail, essayer de comprendre effectivement pourquoi il y a des soucis. Partie numéro 1, on va donc parler de la psychologie sociale. On va parler des valeurs, des systèmes de valeurs, on va parler des valeurs philosophiques et morales. En psychologie sociale, alors il y a énormément de choses, tous les puristes vont râler si tant est qu'il y en a qui regardent cette vidéo, qui vont râler parce que je ne parlerai que des valeurs, je ne parlerai ni des normes, ni des attitudes, ni des préjugés, ni tous les systèmes qu'il peut y avoir par-dessus. Je vais me concentrer uniquement sur les valeurs
Et on va faire un petit jeu. Les valeurs, c'est ce qui permet de prendre des décisions. C'est ce qui est à la base de toute prise de décision. Est-ce que vous pourriez me citer des valeurs? Des valeurs. Qu'est-ce qui peut influer sur votre prise de décision au quotidien? N'importe quoi, allez-y. La morale. La morale, c'est plus complexe que la valeur. La morale, elle est basée sur quoi ta morale? Elle est basée sur des valeurs. Elle est basée sur des valeurs, de différentes valeurs. Je vais en montrer quelques-unes. Quelques-unes, hein, juste quelques-unes. Là, j'ai celle qui reste: hygiène, réussite, l'universalisme, la tristesse. Alors, effectivement, les puristes vous le diront, il n'y a pas certaines des choses que j'ai marquées ne sont pas réellement des valeurs, mais des sous-valeurs ou des sous-groupes. Donc, toutes ces valeurs vont permettre de prendre des décisions d'une façon générale. C'est ce qui va influer sur toutes les prises de décision d'une manière générale. Donc là, je vous en ai remis. Le bonheur, le plaisir, la fidélité, le courage, la famille, la sincérité, l'autodirection, l'autosatisfaction, l'autosuffisance, l'hygiène, j'ai dit tout à l'heure, la consommation, du travail. Il y a tout un tas de valeurs qui servent en fait à la base de toute décision. C'est vraiment ce qu'il faut comprendre. Quand je vais parler de système de valeurs, notamment quand je vais parler du système de valeurs lié à l'argent et lié au il y a deux systèmes de valeurs qu'on parlera. Il y a l'argent lié au pouvoir. Là, un système de valeurs, c'est un ensemble de valeurs qui permettent, qui jouent sur le sujet en question. Un système de valeurs, c'est un groupement de valeurs qui s'applique à un objet, en fait. Un objet au sens objet d'une discussion, pas forcément un objet physique, ça peut être un objet physique, ça n'est pas forcément. Et je l'ai déjà dit, c'est donc à la base, c'est vraiment ce qu'il faut retenir, c'est que les valeurs sont vraiment à la base de toute prise de décision. Les systèmes de valeurs, je peux en présenter plusieurs vite fait. Le système de valeurs lié à la famille. Lié à la famille, il va y avoir quel type de valeurs? Les valeurs de tradition, les valeurs de respect, les valeurs d'amitié ou d'amour. Il va y avoir tout un tas de valeurs qui vont s'appliquer au système de valeurs lié à la famille. Lié aux traditions, c'est pareil. Lié à l'environnement, c'est pareil. Il y a tout un tas de valeurs qui vont s'affecter. Liées à la vie ou à la terre, à la domination, à la vaisselle. Oui, l'acte de faire la vaisselle, c'est déjà une prise de décision au quotidien. C'est basé sur des valeurs comme l'hygiène, avoir des assiettes propres. C'est basé sur des valeurs comme le respect. Si ce n'est pas vos assiettes, vous allez faire l'effort de les laver malgré tout correctement, par respect pour la personne qui en est réellement propriétaire. Il y a tout un tas de valeurs qui vont vous affecter votre prise de décision. Et j'ai parlé de la vaisselle, je peux parler de la menuiserie, mais de n'importe quoi. Je veux dire, faire de l'informatique, faire du sport, faire n'importe quoi. Systématiquement, dès qu'il y a une décision qui est prise, il y a des valeurs qui sont derrière, automatiquement. Ce soir, je vais vous parler plus précisément des systèmes de valeurs liés au pouvoir, aux relations de pouvoir, et des systèmes de valeurs liés à l'argent. Je vais vous montrer 3 exemples. Et je reviendrai dessus plus tard. Là, à un moment donné, il y a quand même eu des gens qui ont pris la décision de balancer tout un tas de déchets sur un terrain vague. Le terrain vague, en l'occurrence, je crois qu'il est au Ghana. Pour ceux qui ne le savent pas, la plupart des déchets de type écran, de type électroménager, il y a tout un tas de déchets qui ne sont pas recyclés en France, même si on paye une écotaxe, même s'il y a des sociétés de recyclage qui prétendent le faire. C'est quand même envoyé par bateau au Ghana et balancé sur des immenses champs comme ça. Effectivement, la personne qui va prendre la décision de réagir comme ça, d'envoyer ça à l'étranger et de prendre la responsabilité, en fait, il ne prend même pas la responsabilité, puisque dans les systèmes de valeurs liés à l'argent, il y a une forme d'indifférence. Mais il va prendre quand même la décision de faire quelque chose qui est malgré tout stupide, qui va être dangereux, puisque forcément les générations à venir qui vont habiter tout autour, dès l'instant où il va pleuvoir, il va y avoir de l'eau qui va ruisseler dessus, ça va faire de la rouille, ça va descendre dans les nappes phréatiques, ça va polluer les nappes phréatiques, ça va empoisonner toutes les personnes qui vont essayer de boire de l'eau dans les environs. Ça, qu'au niveau du paysage, c'est déjà dégueulasse. Il y
il y a quand même tout un ensemble de valeurs qui à nous semblent plus ou moins pertinentes, mais qui à ceux qui ont pris cette décision-là ne semblaient pas suffisamment pertinents pour qu'ils n'apprennent pas en tout cas. Déchets nucléaires. Les déchets nucléaires. Donc ça veut dire qu'il y a une hiérarchie des valeurs et qui met l'argent en haut. C'est une valeur qui supplombe C'est les pas autres. forcément une valeur qui supplombe. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Le nucléaire, c'est pareil. Il y a des gens qui ont quand même pris la décision de favoriser la production d'uranium et l'énergie nucléaire parce qu'ils sont propriétaires de gisements d'uranium, donc il faut les exploiter. Ça leur apporte énormément d'argent, sinon ils ne le feraient pas. Hein. On a des projets d'enfouissement un peu partout, et on a quand même des gens qui sont allés jusqu'à prendre la décision de les balancer dans la mer. C'est pas récent, hein, ça fait des décennies que c'est comme ça. Dans la Manche, par exemple, il y a 28 500 fûts d'uranium, de déchets nucléaires, d'uranium qui ont été balancés par la France, l'Angleterre, les Pays-Bas et la Belgique. Et en fait, ces gens-là ont quand même, à un moment donné, pris la décision de préférer le balancer. Est-ce que c'était une décision réellement mauvaise dans l'idée de nuire à quelqu'un? Non, pas forcément. Ces gens-là, ils étaient peut-être convaincus, effectivement, que les produits, les fûts allaient rouiller, s'ouvrir, et que petit à petit, la radioactivité allait se diluer dans la Manche, et aller plus loin. Ils en étaient peut-être sincèrement convaincus. Le fait est qu'à l'heure actuelle, il y a quand même une des îles anglo-normandes juste à côté qui présente des taux de leucémie infantile qui sont assez élevés, et des taux de radioactivité qui frôlent ceux de la plaine de Fukushima. Donc la conséquence, ces gens-là n'ont rien demandé. Hein. Des conditions de travail et de vie, un autre exemple. Le travail des enfants notamment. Alors ça, c'est une île de coltan au Congo. Il y en a parmi vous qui connaissent l'histoire du coltan? Non? Le coltan, c'est un matériau qui sert à fabriquer ça, qui sert à fabriquer ce genre d'appareil. Tout ce qui est en nouvelle technologie a besoin de coltan. Il n'y a pas d'alternative à l'heure actuelle qui soit... Hein? C'est un minerai, ouais, c'est une pierre que tu ramasses dans ce genre de truc. Le problème, c'est qu'effectivement au Congo, les conditions de travail ne sont pas tout à fait les mêmes que chez nous. Hein. Donc il y a des enfants qui travaillent. L'argent que nous, on dépense là-dedans, on a une partie qui sert effectivement, qui va jusque dans les trucs, et qui sert en fait à financer des raids sur des villages avec des femmes et des enfants qui sont kidnappés et utilisés tous les deux. Les enfants sont envoyés à la mine, les femmes sont utilisées pour d'autres activités, on va pas dire qui n'ont rien d'honorable. Viol, torture, c'est constant. Le fait est que ça, ce que je viens de vous dire, quasiment toutes les personnes qui travaillent dans la téléphonie le savent. C'est le genre d'information qui a été largement diffusée. Ceci dit, ces gens-là, à un moment donné, ils ont quand même des systèmes de valeurs qui sont plus importants, auxquels ils vont effectivement donner plus d'importance que la dignité de ces femmes ou de ces enfants. À un moment donné, il y a effectivement une hiérarchie qui apparaît. Et là, je vais vous montrer une petite vidéo. Alors, la petite vidéo, hop, ce sera la première. Je vous en montrerai deux. Celle-ci, alors c'est une vidéo un peu orientée. Hein, c'est pas, il n'y a pas de d'avis contraire à ce qui est dit dans la vidéo. Mais ça reste totalement vérifiable. Il y a tout un tas d'études qui confirment exactement ce qui va être dit là. À votre avis, à quel point sommes-nous influençables? Si on en croit certaines études, l'homme est très sensible à la suggestion. C'est plus fort que nous. Nous avons mis au point une petite expérience pour le vérifier. J'ai une forte personnalité. Je prends mes décisions de façon libre et éclairée. Je suis maître de ma pensée. À moins que... Comment en être sûr?
je veux observer dans quelle mesure il est possible d'influencer les gens sans qu'ils s'en rendent compte. J'ai demandé à des volontaires choisis au hasard de se prêter à une série d'expériences menées par Peter Naish, psychologue. On ne va rien vous faire faire de bizarre. Je suis sûr que ça va vous amuser. On leur demande de compter quelque chose avec une seule main. Prêt? Allez-y. Nous prétendons étudier s'ils sont droitiers ou gauchers, mais c'est une couverture. Un second groupe réalise le même test, mais au lieu de leur faire compter des bouts de papier, Vous allez devoir compter ces liasses de billets. on leur fournit de vrais billets. C'est la seule différence entre les deux groupes. Voyons si ça a un effet sur leur comportement. Passons à une autre expérience. Nous avons demandé aux deux groupes de comparer deux bols de friandises. Vous devez déterminer quel bol contient les plus chocolatées, les plus croustillantes, etc., etc. Au bout de 10 minutes, nous observons un phénomène intéressant. Ceux qui ont compté du papier ne mangent que la quantité nécessaire pour répondre à la question. Ceux qui ont compté les billets n'arrêtent pas de manger. Le panel qui a manipulé les billets a mangé 50% de friandises de plus. Apparemment, l'argent donne faim. C'est ce qu'on appelle l'amorçage, le fait d'influencer le comportement d'un sujet à son insu. Mais comment l'argent peut-il avoir cet effet? L'argent représente un besoin inné. Dans notre société, avoir de l'argent signifie avoir des ressources. Le lien avec la nourriture est dès lors facile à faire. L'argent et la nourriture sont deux éléments vitaux. D'accord, c'est pas bien compliqué de donner faim à quelqu'un. Mais Peter m'assure qu'on peut aller plus loin en influençant le comportement des sujets vis-à-vis de l'autre, toujours à leur insu. J'ai hâte de voir ça. Nous commençons par renforcer l'amorce. Les deux groupes travaillent sur des mots, mais l'un d'eux a une liste qui ne se réfère qu'à l'argent. Ensuite, nous les filmons en caméra cachée. Nous demandons à un complice de faire tomber une pile de papier. Certains cobayes s'arrêtent pour l'aider, mais d'autres passent leur chemin. Et devinez quoi? Ceux qui ne l'ont pas aidé sont ceux qui ont manipulé de l'argent. C'est pas possible. Je suis immonde. Mais non. Et ça ne joue pas que sur l'entraide. Les psychologues ont étudié ce phénomène et arrivent à la conclusion que l'argent nous rend naturellement autosuffisants. Or, les personnes autosuffisantes estiment que les autres doivent l'être aussi. Nos volontaires amorcés pensaient sincèrement que notre complice n'avait pas besoin d'aide. L'argent ne fait pas que changer notre perception des autres. On peut aller encore plus loin. Pour ça, nous allons utiliser un bac rempli de glaçons. Comment ça marche le truc comme ça? Pourquoi est-ce que le son a disparu? Aucune idée. Vous pouvez arrêter quand vous voulez. D'accord. Incroyable. Ceux qui ont manipulé les billets gardent leurs mains immobiles. On peut aller encore plus loin. Pour ça, nous allons utiliser un bac rempli de glaçons. Ça fait mal. Nous allons voir si l'amorçage permet d'influer sur la perception de la douleur. Ça picote un peu, non? Oui, ça fait mal. Vous pouvez arrêter quand vous voulez. D'accord. Incroyable.
Ceux qui ont manipulé les billets gardent leurs mains immergées dans la glace, en moyenne 2 fois plus longtemps que les autres. Si mon bras commence à devenir tout bleu, vous appellerez l'ambulance? Promis. Les chercheurs estiment que l'effet de l'argent sur le seuil de la douleur est dû à un lien psychologique. Argent égale pouvoir, pouvoir égale résistance physique. Nous avons constaté que l'argent affectait la faim, l'entraide et la douleur. Mais tout ceci n'est peut-être qu'une coïncidence. Seulement, d'autres études mettent en avant les mêmes conclusions. Le taux de concordance est de 98,6%. On ne peut plus parler de hasard. Tout ça en appuyant sur un bouton dans notre cerveau, c'est dingue. C'est effrayant. La morale de cette histoire, c'est qu'il vaut mieux ne pas laisser certains jouer avec votre cervelle. Nous sommes tous bien plus influençables qu'on le voudrait. C'est fort. Très intéressant. Je pense que c'est quand même intéressant à savoir. On va continuer donc en reprenant quelques infos qu'on vient de voir. L'argent rend autosuffisant, il donne faim, enfin le principe c'est vraiment de créer la surconsommation pour trouver le même fonctionnement par exemple en cas de solde. Vous avez tous vu les vidéos où on voit des centaines de personnes, des milliers de personnes rentrer dans des magasins de façon complètement hystérique. Autosuffisance, surconsommation, indifférence. L'argent rend indifférent. Perte d'empathie si il s'agit de quelqu'un, mais ça peut être indifférent vis-à-vis de l'environnement, c'est pareil. On perd réellement la notion de faire attention aux choses. Et comportement éventuellement auto, mais de toute façon comportement destructeur. C'est un peu lié aux valeurs de puissance et de pouvoir qu'il y a lié à l'argent. Autosuffisance, surconsommation et indifférence. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir sur le système de valeurs lié à l'argent. Dès l'instant où il y a un système, où il y a de l'argent qui est en jeu quelque part, on est soumis à ce système de valeurs. Là, il y a de l'argent qui était en jeu à un moment donné, il y a eu des décisions qui ont été prises sur le principe que autosuffisance, on ne va pas laisser les déchets chez nous, on va les balancer ailleurs. Pourquoi est-ce que je me prendrais la tête à les garder chez moi? Surconsommation, je crois que c'est évident. Indifférence, le mec en plein milieu, il n'a peut-être rien demandé, le pauvre. Et comportement autodestructeur, le jour où le mec au milieu il va vouloir se débarrasser de ses merdes, ça risque de poser souci chez nous. Les déchets nucléaires, c'est pareil, autosuffisance, surconsommation, indifférence, c'est toujours comportement destructeur et pouvoir autodestructeur. Et là, toujours pareil. On les a systématiquement. Toujours. Quand vous cherchez votre monnaie à la caisse d'un supermarché, je ne sais pas si vous avez fait attention, dans la vidéo, à un moment donné, on voit une fille habillée en rouge qui, au moment où elle sait qu'elle va compter des billets, on voit son comportement changer. Elle a les épaules qui se relèvent, le sourire qui apparaît, toute la communication non verbale en fait montre qu'elle a déjà pris une posture autosatisfaite. Simplement parce qu'elle va avoir, elle a vu de l'argent en jeu, elle sait qu'elle va en avoir dans les mains, même si c'est pas le sien. C'est pas important. En fait, au contraire, quand c'est le sien, on a tendance à faire davantage attention. Mais notamment au niveau de la surconsommation. Mais simplement parce qu'elle savait qu'elle allait être liée à de l'argent, son comportement physique a changé. Si vous regardez, ça me fait beaucoup rire en général quand je vais au magasin, quand je vois des gens qui cherchent leur monnaie, c'est exactement pareil. On voit tous les sourires, on voit toutes les... Voilà, je suis en train de chercher ma monnaie. Et en plus, ces gens-là, ils cherchent, mais ils se prennent pas ils se dépêchent pas à chercher. Ils sont totalement indifférents, qu'il y ait 30 ou 40 personnes derrière, ils cherchent. Quand vous amenez votre enfant à la kermesse de l'école, j'en ai fait une il n'y a pas très longtemps en Bretagne. C'est terrifiant, sans déconner, c'est terrifiant. Il y a des moments où on voyait les parents avec les tickets, les petits bons de 1 euro pour les attractions, on les voyait. Alors au début, ils sont contents de le donner aux gamins, et puis petit à petit, ça se réduit. Et là, tu vois que les 3 derniers,
ils les tiennent, ils veulent pas les lâcher, hein. Ils veulent pas les lâcher. Et t'as le gamin le parent qui fait, mais tu le perds pas, hein, et tu le donnes à personne, hein. Et tu perds pas, tu fais attention avec ce billet. C'est juste un petit bout de papier rose marqué 1 € dessus. J'aurais pu vous expliquer encore plein de choses sur les carnets d'école, mais ça a été très intéressant. Franchement, il y a vraiment de quoi dire. On n'aura pas le temps. Quand un homme politique est en train de débattre, c'est pareil. De toute façon, lui, il est lié au pouvoir, lié à l'argent. Le pouvoir, il y a moins d'implications, on va dire, négatives par rapport au système, aux autres valeurs propres au système de valeurs liées à l'argent. Mais par contre, il y a quand même toute la partie un peu moindre, mais surconsommation, elle y est quand même. La partie autosuffisance y est particulièrement. Il faut bien se dire qu'un homme politique ne prendra jamais la décision que vous attendez. C'est pas possible. Ils vivent dans un monde différent, ils ont des valeurs différentes. Ils sont soumis à des systèmes de valeurs différents. Ils ne prendront jamais la décision qui vous semblera la meilleure. Ça ne peut pas, c'est pas possible. Quand un patron réfléchit, c'est pareil. Quand vous avez affaire à un patron pour une négociation de salaire ou quoi que ce soit, cette personne, elle est soumise à l'autosuffisance, elle est soumise à la surconsommation, elle est soumise à... L'indifférence. L'indifférence. Et là, significativement. Un trésorier d'une assoce ou d'un CE d'entreprise. On choisit en général un trésorier parce que tout le monde l'apprécie, il est bien vu par tout le monde, donc on lui fait confiance. En quelques années, si c'est un CE d'entreprise qui tourne déjà énormément, qui a un bon capital, tu verras des changements déjà au bout de quelques semaines. Mais notamment en RAC qui commence à peine, tu ne seras pas soumis réellement à ce système-là trop significativement, mais tu y seras soumis à un moment donné. Ce qui risque de changer, c'est ton comportement en fait. Ta perception des choses va changer, tu vas commencer à faire des remarques sur le fait de... tu as des gens qui voudront dépenser de l'argent et d'autres qui... Toi tu vas dire, mais on n'a pas... Il ne faut pas obligé, on n'est pas obligé. C'est déjà fait. Ça vous touche réellement tous, hein. Vous y êtes tous soumis. C'est pas forcément une mauvaise chose. C'est normal, c'est naturel. Alors, il disait, les volontaires amorcés avaient sincèrement l'impression que le complice n'avait pas besoin d'aide quand elle faisait tomber ces trucs. C'est exactement la même chose. Ce sont exactement les mêmes valeurs. Quand vous discutez de vos prochaines vacances, comportement autodestructeur, surtout, on préfère renoncer à se faire plaisir, à se faire quelque chose qui va être bien, parce qu'on a des valeurs monétaires qui deviennent plus importantes. On va avoir une relation entre chacune des valeurs qui va nous faire prendre des décisions qui ne sont pas forcément les meilleures, celles qui nous auraient apporté éventuellement du bonheur. Quand un jeune devient adulte, quelle est la différence entre un adulte et un enfant? À profiter, il y en a une. La taille. L'autonomie. L'autonomie. Mais l'autonomie de quoi? Financière? Non, je parle pas d'argent là. L'autonomie comportementale. Voilà. De réflexion. Capacité de vivre D'une manière générale, oui, j'allais dire cette différence. D'une manière générale, systématiquement, quand on parle de sens de responsabilité, on sous-entend sens de responsabilité financière. C'est pratiquement systématique. Il y a effectivement un autre sens de responsabilité, celui d'assumer les conséquences de ses actes. Ceci dit, quand on veut